que ce soit pour Patrick Guérin, pour Céline Auron, quelques réactions, questions? Oui, j'arrive. On s'en donne 2-3, hein, Benoît, parce qu'on n'est pas en avance quand même. Bonjour, une question pour Annabelle Rioux. François Ramani, président de l'URPS Océan Indien. Madame, merci de votre exposé, qui est très intéressant. J'aurais voulu savoir si cette prise en charge des patients au Québec était culturelle, ou est-ce que ça correspond à un numerus clausus chez les médecins qui limite le nombre de professionnels de santé? Et est-ce que l'avenir va aller vers une augmentation du pouvoir des infirmières, je dirais au détriment de celui des médecins? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais comment les choses vont-elles évoluer? Et est-ce qu'à votre avis, ce problème, cette situation peut être dupliquée à d'autres pays? En fait, oui, effectivement, je pense que notre organisation peut être transportée dans un autre pays, effectivement. Je trouve que la présentation qu'on vient de voir ressemble beaucoup au fonctionnement du Québec, c'est-à-dire interdisciplinaire, travailler tous ensemble pour pouvoir améliorer les soins. Je pense que l'autonomie de l'infirmière actuellement est pas mal à ses limites, dans un sens où bien, je pense que si on veut faire plus que ça, on peut aller en médecine aussi, puis faire notre cours, puis devenir médecin. Est-ce qu'on veut augmenter le nombre d'infirmières praticiennes? Oui, mais je pense que l'autonomie actuelle est à ses limites, là. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, là. Je pense qu'en termes de nombre d'infirmières praticiennes, on en veut davantage pour surtout répondre aux besoins en régions éloignées, un petit peu moins en ville où il y a plus de médecins qui sont présents. Question là et là. Oui, Jean Manet, président URPS Languedoc-Roussillon. C'est une demande un peu générale sur la table ronde. On a parlé beaucoup de PDSA et de PDSES. Je pense que tout le monde, bon, là-dessus, on est globalement d'accord. Mais c'est une précision sur la PDSES. PDSES, d'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, ou ce que j'ai compris, sûrement de façon restrictive, c'est qu'on parlait de l'hôpital public. Or, que je sache, la PDSES, c'est aussi une solution indispensable à prendre. Peut-être pas dans Paris, parce que je ne sais pas, hein, ça c'est assez particulier, mais sur les autres régions, on fait en sorte d'avoir une structure très diversifiée. Nous avons beaucoup travaillé en région pour justement faire participer l'ensemble des médecins spécialistes. Donc, est-ce que dans la réflexion de tous, cette PDSES n'est que publique, c'est-à-dire l'absorption, on va dire, de la PDSA, c'est ce qu'on disait un petit peu jusqu'à présent, par l'hôpital? Ou est-ce que, lorsque vous parliez de PDSES, c'était les établissements au niveau général? Il pouvait y avoir effectivement les cliniques où nous avons des SU, nous avons des médecins libéraux qui travaillent, nous avons par d'ailleurs des tas d'équipes qui sont compétentes, qui sont proches, qui sont un maillage important et qui apportent, je pense, beaucoup sur le territoire et la population. À ma connaissance, mais je vais quand même demander à Martin Hirsch de compléter, qui dit établissement privé avec une autorisation d'urgence dit établissement de santé ayant toutes les compétences dans le domaine de la permanence des soins, établissement de santé. Bon, les ARS pourront compléter. Martin, à Paris, c'est vrai que... Mais il y a quand même des établissements privés, peut-être pas privés lucratifs, mais en tout cas privés non lucratifs, il y en a certains aussi, qui ont eu un rôle important dans Paris et qui d'ailleurs ont, pour certains, des performances assez exceptionnelles. On a vu récemment une grosse entreprise de santé que tout le monde connaît publier... donner un logiciel qui donne le temps d'attente aux urgences dans ces établissements en banlieue parisienne. Oui, absolument, quoi. Je ne dirais pas mieux que ce qu'a dit Benoît. Et je trouve que c'est d'ailleurs intéressant par rapport à ce qu'a fait la clinique d'Antony de la Générale de Santé, hein, qui publie ses temps d'attente. C'est comme d'habitude, hein, on ne compare pas forcément exactement la même chose. Et moi, je suis preneur de supra-comparaisons qui permettent de voir, dans ce cas-là, quelle est la part de filtre en amont qui fait que ce n'est pas exactement la même patientèle. Oui, Jean-Louis Bensoussan, président de l'URPS Midi-Pyrénées, médecin généraliste et effecteur de PDSA. À la question qui est posée, est-ce que les urgences hospitalières vont absorber la PDSA? Moi, je trouve qu'on a fait la confusion entre permanence de soins et continuité des soins. Moi, je trouve que les urgences hospitalières ont d'ores et déjà absorbé une grande partie de la PDSA.
Il n'y a qu'à voir le nombre d'actes des effecteurs qui baissent sensiblement année après année. Ce n'est pas que la régulation qui fait ça, c'est aussi le fait que les patients considèrent qu'il n'y a plus d'effecteurs alors qu'il y en a, et donc ils ne les appellent même plus, ils vont directement aux urgences. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la moitié des actes, en tout cas en région Midi-Pyrénées, la moitié des actes des urgences, enfin des entrées aux urgences sont faits pendant les horaires d'ouverture des cabinets médicaux. La moitié. Et donc, sur cette moitié, 25% sont des personnes âgées qui pourraient aller directement dans le service, mais qui passent par les urgences parce que c'est comme ça qu'il faut faire, etc., etc. Donc, le risque, il est de l'absorption de la continuité des soins, de l'absorption des soins non programmés, de l'absorption des soins de pathologie aiguë, tout simplement par ignorance pour les patients, parce qu'il n'y a pas d'information, que les cabinets sont ouverts et peuvent absorber. Donc la question que je pose, moi, c'est celle-là, c'est plutôt, est-ce qu'on n'est pas dans l'absorption aussi de la continuité des soins non programmés? Merci. Je ne sais pas qui veut ou qui peut répondre. Là, je m'exprime en tant que patient, mais c'est vrai que la problématique du sujet, c'est quand même la lisibilité aussi. Hein. Je ne veux pas insister sur la querelle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse vraiment à la question que vous posiez, mais voilà. Pardon, Martin. si je peux, me permettre quand même 2 secondes. Effectivement, à Paris, quand on discute avec les médecins généralistes qui sont dans les maisons médicales de garde et qu'on regarde des périodes équivalentes, des soirées, on s'aperçoit de soirées où ils voient passer 3 patients en 4 heures, pendant que nous, on est débordés. Donc c'est pour ça, je pense quand même que la réponse régulation de la régulation est quand même absolument fondamentale. Ce truc-là est complètement débile. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Je voulais juste dire quand même la réponse au flux. Quand vous dites est-ce qu'il ne faudrait pas diminuer les flux. Moi, j'ai une vision assez pragmatique. C'est-à-dire que si je disais, écoutez, dans les 5 prochaines années, je vais complètement inverser les flux, je vais faire 25% de moins, vous me trouveriez sympa, mais personne ne me croirait. Donc, je pense que déjà, de casser la pente, de travailler sur la stabilité, de se dire que sur certains modèles, on peut avoir une diminution, sur d'autres, on ne l'aura pas, ça me paraît plus réaliste et plus mobilisant que cela. Et de la même façon, sur la lisibilité, oui, la lisibilité n'est pas bonne pour les patients, mais parce que la lisibilité n'est pas bonne entre nous. C'est pour cette raison-là qu'elle n'est pas bonne pour les patients. Je veux dire, si on était d'accord et si on partageait ce qui devrait arriver, le schéma, on n'aurait aucun mal à la rendre claire pour les patients. Je voulais juste dire un mot pour donner suite à l'intervention qui vient d'être faite, pour dire qu'on est tout à fait d'accord avec cette analyse et que nous, à SOS, nous travaillons donc 24 heures sur 24, donc, et dans la continuité des soins et dans la permanence de soins. L'augmentation actuelle d'activité ne se fait pas sur la PDS qui est à peu près constante, mais se fait dans la continuité des soins. Au départ, on était effectivement sur un créneau où on faisait 65% de PDS pour 35% à peu près de continuité des soins, et c'est en train de monter, et on est maintenant presque à 55% de PDS contre 45% de continuité des soins, et les problèmes d'attente qu'on peut avoir au niveau de nos centres d'appel se fait maintenant de plus en plus aux heures d'ouverture des cabinets médicaux, et c'est là qu'on commence à avoir un problème effectivement d'embouteillement de nos centres d'appel. Oui, ça fonctionne. Oui, Pierre Bidot, je suis médecin généraliste, je suis trésorier de l'URPS du centre. Bon, on parle de régulation, mais on ne parle jamais de régulation à l'entrée des urgences jusqu'à maintenant. Et d'autre part, je voulais témoigner d'une expérimentation qui a eu lieu dans le 41, hein, qui s'appelle PAIS et qui permet, dont la base du raisonnement, c'était que répondre aux demandes de soins non programmés en journée, ça permettait de diminuer justement les passages aux urgences. Hein. Et cette expérimentation a démontré, en finançant en partie le secrétariat des médecins généralistes, vous savez très bien que le montant de la consultation permet difficilement à un généraliste de financer un secrétariat, que de permettre de financer le secrétariat du médecin généraliste lui permettait de dégager des plages pour répondre aux demandes de soins non programmés, ce qui avait entraîné une diminution de 12% des passages aux urgences, et ce qui permettait en échange aux urgences d'effectuer la permanence des soins la nuit sans aucun problème pour le service des urgences. Donc il y a des expérimentations qui ont démontré leur efficacité, il y a des systèmes qui fonctionnent. Le problème, c'est qu'en général, on ne passe pas à la vitesse supérieure.
D'autre part, j'ai bien entendu la démonstration de SOS Médecins sur l'importance de la visite, les erreurs de la régulation qui nécessitaient d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24 susceptible de faire des visites, que la visite coûtait pas plus cher que la consultation. Le seul problème, c'est que quand on parle de continuité des soins, c'est pas de la continuité des soins qui est effectuée par SOS Médecins, hein, c'est de la réponse aux demandes de soins non programmés en journée. C'est pas tout à fait la même chose que la continuité des soins. La maîtrise de stage chez SOS Médecins, je ne suis pas certain que ça forme des généralistes, en tout cas pour toutes les activités du généraliste. Hein. Merci de ce témoignage. Benoît, juste une dernière question. Oui, alors, une dernière question. Qui la veut? Voilà. Oui. Pas forcément une question, mais plutôt un témoignage. Donc, Francis Saint-Hubert, directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire, donc à la cité Bienvenue. sanitaire. Ça marche bien, M. Péricard. Juste, bon, il y a eu quelques difficultés de départ, mais c'est un beau projet. Juste pour vous dire que je partage tout à fait et je trouve beaucoup d'écho avec ce que j'ai envie de faire dans le cadre du projet médical à la cité sanitaire. Oui, nous ne voulons pas que la progression du nombre de passages aux urgences continue. Nous aussi, nous voulons arrêter le flux. Et pour ne pas être trop long, moi je voudrais dire que effectivement, les urgences, ce n'est pas un service à part par rapport à l'hôpital. Nous voulons l'intégrer dans l'hôpital. Et l'hôpital fait partie d'un territoire. Pour conclure, je dirais que, comme disait Clemenceau, la guerre est une chose trop grave pour être confiée aux militaires. Donc je pense qu'il faut que les urgences ne soient pas trop confiées aux urgentistes et que nous puissions également faire participer. J'ai déjà pris contact avec Dr Gasser et je souhaite vraiment, et j'appelle de mes voeux à ce que ce soit SOS Médecins ou l'ensemble des représentants de ce territoire pour que nous puissions travailler ensemble pour résoudre ce problème. Voilà.